Nous devons envisager aujourd'hui, de façon un petit peu plus précise, la réflexion sur ces pouvoirs qui n'aiment pas la pensée critique. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'aiment pas être critiqués, qu'ils veulent imposer une certaine vision du monde qui est la leur ou une certaine orientation pour la société. Alors, il y a bien sûr des problèmes de terminologie. Il n'y a pas d'abord que les églises. Tout à l'heure ou la dernière fois, je vous avais parlé de l'Église qui se prétendait l'intermédiaire entre les hommes et Dieu et les textes sacrés, et qui donc imposait des orientations aux individus par argument d'autorité. Mais bon, vous avez des dirigeants qui veulent imposer leurs orientations et qui ne le font pas nécessairement au nom de la religion. C'est moins fort quand on ne peut pas le faire au nom de la religion. Parce que justement, au nom de la religion, vous avez l'idée que vous vous référez à quelque chose de supérieur. Mais enfin, vous avez des tyrans, des despotes, des dictateurs, des autocrates, comme on dit. Alors, la terminologie est souvent assez différente. Les tyrans, la notion de tyrannie vient de la Grèce. C'est intéressant parce que les tyrans qui ont exercé leur pouvoir à Athènes au VIe siècle avant notre ère étaient effectivement des tyrans, c'est-à-dire étaient très autoritaires, c'est-à-dire régnaient sans demander le consentement du peuple. Et en même temps, ces tyrans ont été, comme Pisistrate, de grands bâtisseurs, et ils se sont souvent, c'est souvent arrivé dans l'histoire, appuyés sur les pauvres pour lutter contre l'oligarchie des riches. Et donc, ils étaient relativement populaires. C'est pas pour ça qu'ils étaient des démocrates et qu'ils demandaient l'avis du peuple, mais quelque part, ils s'en prenaient aux grands et aux riches en s'appuyant sur les classes les plus pauvres, et ils ont pu faire un certain nombre de choses qui étaient positives, malgré le fait qu'il s'agissait d'un pouvoir imposé d'en haut. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et au fond, même si à l'époque la notion de tyrannie n'était pas tout à fait négative, elle a, au bout d'un petit temps, acquis son sens que nous connaissons, c'est-à-dire le sens négatif. Le tyran, même le tyran domestique dans les familles, le tyran, c'est celui qui exerce une volonté qui n'a pas de légitimité auprès de ceux sur qui elle s'exerce. C'est considéré comme le caprice, l'arbitraire de celui qui règne. Le despote, c'est pareil. L'autocrate, il règne, cratès, c'est le pouvoir lui-même, autocrate, et il ne demande pas l'avis de ceux sur qui s'exerce son pouvoir. Alors, malheureusement, ces dictatures, ce n'est pas simplement le passé, ces tyrannies, ces despotismes, ça existe encore aujourd'hui, et ce sont les adversaires de la pensée critique, parce qu'encore une fois, dès que vous exercez votre pensée critique, que vous avez du jugement sur les choses, ben vous risquez de choisir des orientations qui ne sont pas les orientations imposées ou que voudrait imposer le tyran. Alors évidemment, ça ne vous empêche pas de penser librement à l'intérieur, c'est-à-dire que tant que vous n'exprimez pas votre pensée, elle n'est pas visible. Vous voudriez l'exprimer, parce que vous voudriez parler à d'autres gens pour leur dire « j'ai peut-être de bons arguments, j'ai peut-être de bons arguments à échanger ». En même temps, dès que vous rendez votre pensée critique visible, elle est aussi visible pour le tyran, et si le tyran n'aime pas ça et a le pouvoir de la supprimer, vous risquez d'être réprimé. Et donc, au fond, vous avez là une liberté de pensée intérieure sans liberté d'expression. La liberté d'expression étant justement la liberté d'exprimer en public ce que vous pensez, et par définition, c'est ce que vous ne pouvez pas faire sous la tyrannie. Et donc, il faut savoir que cette activité intérieure, c'est très peu de choses qui vous restent. Le fort de la conscience, comme on dit, dans lequel le tyran ne peut pas entrer, eh bien, vous allez voir que plus tard, quand nous parlerons du totalitarisme, vous allez avoir des pouvoirs qui vont même être capables d'entrer à l'intérieur des consciences. Au moins, le tyran n'est-il pas capable de faire cela? Alors, je vous ai parlé de la Grèce, mais dans toute l'histoire de l'Europe, vous avez eu au Moyen-Âge le pouvoir de l'Église. Vous savez très bien ce que c'était que l'Inquisition, c'est-à-dire très brutalement une façon de réprimer ceux qui ne pensaient pas comme ils devaient penser en fonction du texte sacré tel que l'interprétait l'Église. Et donc, si vous étiez un hérétique, si vous pensiez différemment, si vous étiez d'une autre religion, juif, musulman, si vous étiez athée, c'était encore pire, vous risquiez d'être sauvagement réprimé. Et donc, pendant tout le Moyen-Âge, effectivement, la libre réflexion, la pensée critique
a été la servante de la religion, elle a été asservie à la religion. On disait d'ailleurs la philosophie servante de la théologie. La théologie, c'est le discours sur Dieu. Et puis, vous avez eu à l'époque moderne la formation des grands États. Les grands États européens, la France, l'Angleterre, etc., se sont formés à l'époque moderne et pendant tout un temps, ils ont eu des rois qui se disaient de droit divin aussi, c'est-à-dire ils disaient qu'ils étaient investis par Dieu. Et c'est très important parce qu'à ce moment-là, si le monarque est de droit divin, qui êtes-vous de nouveau pour contester son autorité? Puisque son autorité, il ne la tient pas du peuple, il ne veut pas écouter les arguments du peuple, il la tient de Dieu. Et donc, ces monarchies de droit divin ont été fortement contestées. Il y a eu les grandes révolutions, la Révolution française, etc. Ce n'était pas la fin des tyrannies, mais évidemment, au début du XIXe siècle, avec ces grandes révolutions, c'était effectivement le début d'une contestation très forte des tyrannies. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine